j'essaie de mettre en exergue le fait que le moteur de l'espace de liberté, sécurité et justice est non seulement la volonté générique des États de coopérer pour se réaliser des principes généraux, mais pour des besoins pratiques qui sont devenus, nous le savons tous, essentiels lors de la suppression des frontières le 1er janvier 1992. Et ceux qui avaient enclenché quelques années avant une coopération entre États membres de l'Union, la coopération Schengen, qui encore aujourd'hui est un des moteurs les plus puissants de la formation d'un espace intégré, non seulement physique, mais même de fonctionnaires, législation, un ensemble assez cohérent et très efficace, qui permet d'ailleurs de se protéger réciproquement par celles qui sont considérées comme les risques liés au franchissement des frontières eux-mêmes. Je dirais même plus que les dernières années, le système Schengen est en train de se transformer non seulement dans le système pour le contrôle des frontières, mais en un vrai système nerveux de la sécurité intérieure de l'Union européenne. Il s'agit de la question des droits fondamentaux. Il faut reconnaître que dans la période entre Amsterdam et Lisbonne, la question des droits fondamentaux n'a été abordée très souvent par les législateurs. Ça a été plutôt l'occasion de quelques conflits interinstitutionnels qui a vu, je me permets de citer là le cas de Robin des Bois, du shérif de Nottingham, a vu se confronter le Parlement européen jouer le rôle de défenseur des droits et le Conseil jouer le rôle beaucoup moins sympathique de celui qui doit faire le travail lourd et assurer la protection. C'était une caricature, mais jusqu'à un certain point. D'ailleurs, il y a eu une saga qu'on a un petit peu abordée ce matin, qui était la saga liée à la protection des données lorsqu'il est question de la protection de la sécurité. D'une certaine façon, cela s'est développé à partir des premières auditions du Parlement européen sur le cas Echelon, s'est développé plus tard avec le Safe Harbor, après avec le dossier des passagers aériens, des données des passagers aériens, dossier qui est toujours sur la table, et tout récemment avec le cas de l'accès aux données bancaires dans le système SWIFT. Un autre point, c'est très intéressant, c'est le fait que dans l'espace de liberté, sécurité et justice, le traité constitutionnel et surtout Lisbonne reconnaissent un rôle accru aux États membres. Et moi je trouve tout ça très raisonnable et logique. Comme disait ce matin Paolo Ponzano, la Commission n'a pas la science infuse, le Conseil a derrière lui des dizaines de milliers, des centaines de milliers de fonctionnaires perdus dans tout le territoire européen, mais ne peut, lui non plus, avoir la science infuse. Le Parlement européen, c'est encore paradoxal, c'est celui qui en a moins, parce qu'il est perdu quelque part, et les membres du Parlement ont une vision de la réalité qui correspond à celle de leur collège, de leur groupe, mais qui ne peut pas être considérée comme une vision à elle seule suffisante pour prendre des décisions avec lui. Donc le fait que dans des politiques comme celle de l'espace de liberté, sécurité et justice, les États membres qui maintiennent une responsabilité et continueront à la maintenir puissent avoir un rôle accru, ça me paraît en fait très positif. Donc, et c'est la partie la plus importante. En effet, la construction européenne n'est pas un problème de mécanique, de dynamique ou autre, c'est un problème de valeur. Et la question se pose si cette Union européenne qui, dans le traité de Lisbonne, dévoue aux valeurs une importance aussi évidente. Il suffit de lire l'article 2 du traité, qui est beaucoup plus riche de l'article 6 qu'il y avait avant, qui se référait au principe de l'Union. Il suffit de lire les dispositions relatives à la création de l'espace de liberté, qui est enfin lié directement à la mise en œuvre des droits fondamentaux et en même temps à la protection des ordres juridiques des États membres, pour se rendre compte qu'avec Lisbonne,
on ne parle plus d'une simple politique, pourrions dire communautaire, mais d'une politique d'ordre public qui est un vrai défi pour les institutions, mais surtout pour les citoyens. Et ça, c'est le point clé. Des valeurs ne sont pas telles si les citoyens ne les partagent. S'il n'y a pas un vrai contrôle démocratique, s'il n'y a pas une vraie participation démocratique. Évidemment, le traité introduit, ou mieux codifie des pratiques comme la consultation, les consultations sur les futures initiatives législatives, l'initiative législative elle-même de la part de millions ou moins millions de citoyens de plusieurs États membres, tout un tas de mesures, et en premier lieu celle sur la transparence de l'activité des institutions, qui devraient promouvoir l'intérêt